Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Une nouvelle commission se penche sur l'élaboration du code de la famille. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Moustapha Baïtas, à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Cette initiative s'inscrit dans une démarche participative intégrant des compétences juridiques, judiciaires et des oulémas avec une ouverture possible à d'autres expertises. L'objectif est de garantir une révision conforme aux constantes religieuses du royaume et aux évolutions sociales et juridiques. Une réforme donc pour adapter la législation aux réalités sociales tout en respectant les fondamentaux religieux. Révision du code de la famille, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Et avec nous pour en parler ce soir, Madame Nzha Sqli, vous êtes présidente du think tank Awal et vous êtes ex-ministre. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous remercie, Madame Khamdichi. Merci de me recevoir. Alors, on va parler de cette révision donc, du Code de la famille, les enjeux. Mais tout d'abord, quels sont les enjeux auxquels cette réforme doit répondre et comment cette commission peut accélérer les choses qui a été annoncée donc. Bien, écoutez, cette réforme, elle a été très attendue parce qu'il faut rappeler que nous sommes à 21 ans maintenant après la mise en œuvre du Code de la famille de 2004. Et je crois que nous faisons beaucoup référence à notre Constitution. Bon, cette réforme a été lancée par Sa Majesté le Roi en insistant sur le référentiel de notre Constitution et sur nos engagements nationaux et internationaux, tout en faisant intervenir, bien sûr, les valeurs de notre religion, surtout les finalités de la religion musulmane qui est, on le sait, tolérante et qui est ouverte sur les problèmes de la société. Alors, je voudrais vraiment insister sur le fait que les choses que nous discutons aujourd'hui sont des drames sociaux que nous cherchons, auxquels nous cherchons des remèdes. Et bien sûr, tout le respect à nos oulémas, mais ce n'est pas des questions religieuses qu'on discute, mais ce sont des questions sociétales dont les enjeux sont très importants pour le développement de notre pays, pour l'avenir de notre pays, pour la satisfaction des besoins de toute la population. Nous avons la moitié de nos cerveaux qui sont des cerveaux féminins, et la moitié de nos compétences, de notre savoir-faire qui sont féminins. Et nous avons besoin de libérer toutes ces énergies en éliminant les drames sociaux qui entravent la vie des femmes, mais surtout qui entravent la vie des enfants. Donc, quand on parle par exemple, de l'emploi des femmes, du rôle économique des femmes, qu'on parle de l'avenir de nos enfants, de tous nos enfants, bien, on parle de problèmes sociaux liés avec l'avenir de notre pays. Et on n'est pas en train, là, de contester la religion ou de vouloir des problèmes avec la religion. On veut simplement résoudre nos problèmes. Alors, aujourd'hui, nous avons eu des propositions qui ne sont pas encore des projets de loi. Des propositions, 16 propositions, et avec 3 refus qui sont très visibles, si on veut, parce qu'ils touchent à des problèmes vraiment fondamentaux sur la question de l'ADN et la question du SACEM, sur la question du SACEM. Moi, ce qui me gêne, c'est pas le point de vue des oulémas, je le respecte, mais seulement comment faire pour résoudre le problème de ces dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants qui sont sans famille, qui n'ont pas de lien avec une famille, qui sont, comme on dit en arabe, qui n'ont pas de lien avec une famille. Pourquoi ce sont des enfants? Vous l'avez dit, donc une réforme, Madame Sqli, une réforme très attendue, vous l'avez dit, une réforme qui était également nécessaire et pour éliminer, vous l'avez si bien dit, les drames sociaux. Donc une réforme, pas pour la femme, mais pour la famille, pour aussi le respect des droits fondamentaux des enfants. Donc quand on parle de cette réforme, cette instance qui vient d'être annoncée, donc plusieurs experts judiciaires, juridiques, les oulémas, donc l'avis des oulémas qui est important. Est-ce que c'est important de maintenir cet équilibre entre donc, se conformer aux exigences, on va dire, religieuses, mais également à l'évolution de la société, la modernisation de la société, puis à ce rôle de la femme dans la société aujourd'hui? Écoutez, Sa Majesté le Roi n'a cessé d'insister sur l'importance que ces réformes
s'adapte ou trouve, disons, s'adapte aux évolutions qu'a connues la société. Je vous donne des exemples très rapides et clairs sur l'évolution de la société. Auparavant, les femmes n'avaient pas de travail salarié. Aujourd'hui, elles sont des centaines de milliers qui sont fonctionnaires, qui travaillent dans le secteur privé, qui sont dans des professions libérales, qui sont des paysannes, qui prennent en charge une grande partie des travaux de la ferme ou de la propriété, qui vont chercher l'eau, qui vont chercher le bois sec, qui travaillent comme femmes de ménage, non reconnues. C'est pas encore formalisé malgré les progrès qui ont été réalisés par la loi. Bien, toutes ces centaines de milliers, voire ces millions de femmes qui travaillent, elles ont un revenu. Et ce revenu, il compte bien dans la famille. Donc, ce sont des mutations sociales. Comment faire pour dire je ne veux pas tenir compte de ça et maintenir l'idée comme quoi ce sont les hommes qui entretiennent les femmes. Ça, ce n'est pas une réalité sociale. Donc, on se base sur un paradigme qui ne correspond pas à la réalité. Je vous donne un deuxième exemple qui est très important. C'est celui de l'augmentation de l'âge de mariage, surtout des hommes. Les hommes aujourd'hui se marient en moyenne à 32 ans, alors que les filles se marient à 25 ans et demi. Mais pourquoi ils se marient à 32 ans? Ce n'est pas par choix. C'est parce que l'exigence économique de leur dire, messieurs, c'est vous qui devez prendre en compte, c'est vous qui devez prendre en charge toute la famille, c'est un objectif qui dépasse leur capacité. Donc moi, en contestant ce paradigme, je pense aux femmes et je pense aussi aux hommes qui souffrent de ne pas pouvoir assumer cette charge tout seul, comme le leur dit, justement, comme on leur dit dans l'idéologie qui est dominante. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont obligés de compter aussi sur le salaire de leurs femmes, mais ils sont en contradiction avec la réalité. Et c'est pour ça qu'on les pousse souvent vers la corruption, qu'on les pousse vers des pratiques qui ne sont pas honnêtes, etc. Parce qu'ils sont obligés de trouver à tout prix les moyens pour disons, satisfaire des besoins qui n'ont pas les moyens de satisfaire. Alors pourquoi ne pas réconcilier les hommes et les femmes sur le plan économique déjà et de leur dire, vous avez tous les deux la charge de la maison, de la famille, comme c'est dit dans l'article 4 du Code de la famille, mais ce n'est pas appliqué dans les autres... Vous savez, une responsabilité économique donc partagée, une responsabilité qui devrait être partagée. Et après, mais alors, il ne s'agit pas uniquement de dire oui, responsabilité économique partagée, mais aussi au niveau des droits, il faut que ça suive. On ne va pas leur dire oui, vous allez travailler aussi, mais vous allez travailler aussi à la maison. Parce que si on partage la charge de la famille, il faut aussi qu'on partage les obligations. Les obligations, notamment la charge ménagère qui pèse essentiellement sur le dos des femmes, qui font souvent une double journée de travail. Donc, je voudrais bien que le message soit reçu par les législateurs, par maintenant le gouvernement, puisqu'il a un rôle premier dans la préparation du projet de loi, mais aussi par les parlementaires qui vont en discuter. Et aussi, j'en appelle à ce que nos honorables oulémas écoutent le message que leur a adressé Sa Majesté le Roi, en leur disant qu'il est indispensable d'approfondir la réflexion pour arriver à des solutions innovantes qui correspondent aux mutations sociales que connaît la société. S'adapter donc à la société. On serait tous ensemble au lieu d'être divisés. Moi, je n'aime pas voir notre population divisée parce que nous aimons tous le Maroc, nous applaudissons tous à tour de bras quand le Maroc gagne au foot ou quand il réalise des exploits. Mais pourquoi est-ce qu'on n'applaudit pas aussi pour avoir des réformes qui sont conformes à nos attentes pour la famille? Absolument, s'adapter donc à cette société aujourd'hui en pleine mutation. Vous avez donné donc des exemples qui expliquent la nécessité en tout cas de cette réforme. Nous avons également parlé de la responsabilité économique partagée, mais il y a également cette responsabilité juridique partagée pour les parents. C'était un point essentiel qui était attendu. Quelles sont les réactions par rapport à la tutelle partagée? Oui, alors écoutez, on parle de tutelle. Moi, j'ai vu que dans le communiqué, on parle de responsabilité juridique partagée. Et dans l'article suivant, on parle de tutelle légale. Donc, ce n'est pas très clair. Et d'ailleurs, je peux le dire d'une façon générale. La communication autour de ces propositions n'a pas été vraiment le plus clair qu'on peut imaginer. Loin de là, parce qu'il y a beaucoup de confusion, parce qu'on ne savait pas quel était le sort des 100
ou plus de 100, peut-être 139 propositions qui ont été soumises à Sa Majesté le Roi, et je suppose qu'ils vont être acceptés ou qu'un certain nombre vont être acceptés. On nous a présenté uniquement les propositions, mais pas sous forme légale, mais simplement sous forme d'idées, concernant 16 points ou 17 points, dans lesquels il y a quelques aspects qui peuvent être assez positifs, mais qui ne sont pas clairs. Par exemple, la responsabilité juridique partagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils seraient tous les deux responsables, et y compris en cas de divorce, nous dit-on, en cas de séparation. Alors quand les gens sont mariés, ils arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes, ils arrivent à s'arranger. Mais quand ils sont divorcés et que c'est la femme qui a la garde des enfants, si on dit que pour effectuer n'importe quel acte, disons, administratif, il faut qu'il y ait le père et la mère, on revient, c'est-à-dire c'est soit tous les deux. Et alors on revient au problème d'avant, au problème actuel. Ça veut dire que la femme ne peut rien faire sans son mari, malgré le fait qu'elle a la garde des enfants. Ou bien on va nous dire ou l'un ou l'autre. Et là aussi, ça va poser des problèmes. Parce qu'à ce moment-là, ce sera le premier qui aura fait un acte administratif qui pourra imposer en quelque sorte son point de vue. Genre, par exemple, le passeport, eh ben, si c'est le père qui le retire en premier, eh bien la femme, elle voudra aller chercher le passeport. On va lui dire c'est trop tard, votre mari l'a déjà pris. Donc, ce que j'espère, c'est qu'au niveau de la législation, là aussi, on va écouter les orientations de Sa Majesté, qui a insisté sur le fait qu'il fallait un texte clair et précis. Et ça va être une législation qui ne sera pas facile à faire, mais il faut trouver des solutions et se mettre à la place des hommes et se mettre à la place des femmes pour trouver des solutions qui permettent de résoudre les problèmes. Parce que l'objectif, encore une fois, n'est pas uniquement de satisfaire l'un et l'autre, mais de résoudre les problèmes pour l'intérêt supérieur de l'enfant et pour qu'aucun des deux membres du couple ne soit bloqué dans son action par rapport à ses enfants. Plusieurs points, en tout cas, actuellement en discussion pour justement trouver des solutions pour les familles. Merci à vous, Madame Zahasrli. Je rappelle que vous êtes présidente du think tank Awal. Vous êtes également ex-ministre. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour tout. Si je peux lancer un dernier appel, c'est juste mon espoir est grand que nos honorables ulama se mettent au travail dès maintenant. Puisque Sa Majesté leur a demandé d'approfondir leur travail et leurs connaissances et qu'ils puissent nous proposer des propositions qui pourraient intervenir pendant le processus législatif pour qu'on n'ait pas besoin encore d'attendre 2045 pour résoudre les drames sociaux que vit notre pays. Inch'Allah, un travail actuellement qui est en cours et qui devrait se poursuivre. Merci à vous, Madame Zahasrli. Merci, Madame Khamichi. C'est la fin donc de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.